Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver et en ce jeudi 14 mars 2024, voici les titres que nous allons développer. Après plusieurs années à subir les retombées de la crise Covid, les colonies de vacances redressent la tête et présentent même des chiffres à la hausse cette année. Nous ferons le point avec un reportage complet réalisé par Sébastien Germain. Et puis le second volet de notre série de la semaine nous plongera au cœur de l'École nationale de ski et d'alpinisme grâce à son centre de ressources documentaires, un espace unique et trop peu connu. Nous le verrons. Mais avant de développer ces titres, l'avenir de l'agence Savoie-Mont-Blanc est-il en pointillé? On a le droit de se poser la question après les derniers événements. Ce lundi 11 mars, lors d'une assemblée générale extraordinaire convoquée par la commissaire aux comptes, Vincent Rolland, coprésident savoyard de l'instance, a démissionné de son poste avec effet immédiat. Cette décision intervient 2 mois après celle de son ancien homologue au Savoyard, l'autre coprésident, Nicolas Rubin. L'agence de promotion touristique n'a donc plus aujourd'hui de gouvernance sur fond de dissension. Les 2 exécutifs départementaux ont regretté cette situation et se sont répondus par communiqué de presse interposé. On écoute justement le député de la 2e circonscription de Savoie, Vincent Rolland, que nous avons joint en visioconférence. J'ai démissionné de la coprésidence il y a quelques jours parce que malgré des statuts revus et corrigés, adoptés à l'unanimité des membres du conseil d'administration, y compris des élus au Savoyard, au mois de juillet dernier, il fallait encore modifier les statuts. Nous étions, du fait du conseil départemental de Haute-Savoie, en procédure d'alerte qui a été déclenchée par la commissaire aux comptes suite à toutes ces incertitudes et d'une certaine manière à ces changements de pied. La situation était tout simplement devenue inextricable et nous étions dans un moment où tout était bloqué. C'est la raison pour laquelle moi j'ai souhaité démissionner, vraiment avec regret. Et puis, il faut à un moment ou à un autre cesser les hypocrisies. Et on sait très bien que le projet initial de Savoie-Mont-Blanc n'est plus partagé par les 2 départements. Aujourd'hui, ce qui se passe à l'agence n'est d'une certaine manière que le prolongement de ce que nous connaissons depuis quelques années dans la coopération bidépartementale de nos 2 départements frères. Et de son côté, le département de la Haute-Savoie affirme vouloir continuer de développer cette agence Savoie-Mont-Blanc. Je vous propose d'écouter François Davier, ancien trésorier de la structure et élu départemental au Savoyard. Il répond aux questions de Sébastien Germain. La volonté de la Haute-Savoie, elle est claire depuis le début. On ne comprend pas trop celle de la Savoie, mais nous, on a la volonté. D'ailleurs, on a renouvelé le budget, 4,8 millions quand même pour cette association. On veut aussi avoir quelque chose de performant. On veut qu'il y ait un président ou 2 coprésidents avec un conseil d'administration où les élus seront présents et actifs au niveau de la Haute-Savoie, parce qu'on veut donner des directives et on veut aussi que ce soit les élus qui décident, les socioprofessionnels et pas l'équipe de Savoie-Mont-Blanc qui est là pour exécuter ce qu'on leur demande de faire. Malheur à celui qui voudra dissoudre l'agence Savoie-Mont-Blanc. Je le dis bien malheur, il y a eu 160 millions d'investis depuis des années, c'est pas rien 160 millions. Quand on discute de Savoie-Mont-Blanc, on parle de Savoie-Mont-Blanc, sur les réseaux internet, je crois qu'on est en tête de plein de choses. Et est-ce que les gens se rendent bien compte? Et je discutais avec les représentants de l'agriculture et qui disent même si tout n'est pas parfait et on veut encore améliorer, ils reconnaissaient que chaque fois qu'il y avait une publicité sur les Savoies, il y avait un morceau de fromage, du vin ou des pommes. C'est exceptionnel cette lisibilité qu'on peut avoir grâce à l'agence Savoie-Mont-Blanc. Nous, on a l'impression que la Savoie veut quitter l'agence Savoie-Mont-Blanc. C'est l'impression. Nous, on ne veut pas la quitter, on est clair. Donc la convocation du conseil d'administration avec les modifications de statut, moi je pense que nos amis savoyards vont revenir à la raison et vont quand même voir l'intérêt qu'on continue. On décide de changer quelques règles, on ne décide pas plus, et ça nous paraît important que ça continue comme ça.
Sur un tout autre sujet, je vous l'évoquais en titre, s'il y a bien un secteur qui a vraiment souffert des différentes restrictions sanitaires liées à la Covid-19, ce sont bien les colonies de vacances. Fréquentation, réservation, recrutement, presque tous les chiffres étaient à la baisse. Mais depuis quelques mois, la tendance est à l'optimisme et le sourire de retour sur les visages des animateurs comme des enfants. Ce mercredi, l'UFOVAL, qui gère de nombreux centres de vacances en Haute-Savoie et partout en France, tenait sa traditionnelle conférence de presse pour faire un point de situation avant l'été. Et aujourd'hui, les signaux sont de nouveau au vert. Plus de précisions dans ce reportage de Sébastien Germain. Des enfants qui partent en colonie de vacances aux quatre coins de l'Hexagone en autocar. Voici des images qui appartiendront peut-être au passé. C'est en tout cas la volonté de l'UFOVAL, un organisme qui gère près de 45 centres de vacances permanents et occasionnels en Haute-Savoie. Car ce mercredi après-midi, lors de la conférence de presse de présentation de la campagne pour l'été 2024, il a beaucoup été question d'éco-citoyenneté, d'éco-responsabilité et de la mise en place d'un label. C'est un des gros sujets en ce qui concerne notamment l'empreinte carbone. L'idée, effectivement, c'est de faire des séjours où on ne se déplace pas, où tout se fait à proximité du centre. On a également un centre qui a été éco-labellisé cette année. Donc c'est notre centre L'Orazé à Piriac-sur-Mer. Au niveau des critères, c'est aussi l'aspect énergétique, c'est l'aspect circuit court au niveau de l'alimentation. Donc voilà, c'est tout un ensemble de mesures qui sont prises pour faire en sorte que les séjours respectent l'environnement. Après des années très compliquées dues aux nombreuses restrictions sanitaires, pendant la période du Covid, les colonies semblent avoir regagné petit à petit la confiance des Français. Les derniers chiffres et les projections pour l'été prochain vont dans ce sens. Qu'on se le dise, les colonies de vacances sont encore dans l'air du temps. On a quand même des valeurs à transmettre. On est là aussi, on dit tout le temps qu'on apprend à devenir citoyen en côtoyant le monde, en vivant ensemble, en rencontrant des gens, des pairs, des gens de son âge et tout ça. Et c'est ce qu'on essaye de faire en centre de vacances. On essaye de donner la parole aux enfants, de leur donner qu'ils soient acteurs de leurs vacances. Donc c'est eux qui vont faire des choix, qui vont devoir négocier avec les autres, qui vont devoir parfois abandonner un projet parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. D'autant plus que dans les centres de vacances, il y a le mot vacances et que du coup, on n'est pas du tout dans l'optique école. La question du recrutement s'est longuement posée ces dernières années, avec une petite crise des vocations. Mais là aussi, tout semble être rentré dans l'ordre. Et après le dispositif des colos apprenantes en 2020, l'État va lancer pour l'été 2024 le Pass Colo. Cette nouvelle mesure d'aide sera à destination des familles ayant un quotient familial inférieur ou égal à 1 500 €. Je vous propose à présent de vous replonger dans l'univers des sports de montagne. Cela grâce à notre série de la semaine consacrée à l'École nationale de ski et d'alpinisme. Une structure composée de plusieurs départements qui ont tous recours au centre de ressources documentaires de l'ENSA. Une bibliothèque spécialisée dans l'univers de la montagne et de l'aventure et qui permet à tous ceux qui le désirent de trouver les détails et itinéraires de toutes les montagnes de la planète. Reportage. Derrière les célèbres façades, bien connues des Chamoniards, c'est une vraie caverne d'Ali Baba qui se dévoile aux curieux ayant osé franchir le seuil de l'imposante structure. Au cœur de l'École nationale de ski et d'alpinisme, le centre de documentation accueille tous les passionnés de montagne et d'aventure. Si la structure est bien évidemment tout d'abord destinée aux stagiaires en cours de formation, l'espace est également ouvert aux amateurs de montagne en quête d'informations, quel que soit leur projet. C'est le seul centre de documentation spécialisé sur les sports de montagne en France. Enfin, c'est le plus grand et le plus complet. Et par exemple, pour les topos d'escalade, on a tous les topos, c'est très exhaustif, de tous les sites d'escalade de la planète. Et on essaye d'avoir vraiment les plus récents. Et c'est important parce que c'est des renseignements qu'on ne trouve pas forcément sur Internet. Une manne d'informations méticuleusement récoltées et classées par les 2 employés de la bibliothèque qui chaque jour décryptent, lisent et analysent toute la presse spécialisée à la recherche d'articles liés à la montagne et à son univers. Un travail d'orfèvre qui nécessite autant de passion que de patience. En amont, on a tout un travail d'indexation, d'analyse. Donc on reçoit toute la presse montagne du monde entier, donc les magazines spécialisés, anglais, allemands, italiens. Et tous les articles de ces revues sont analysés, donc avec un résumé, une indexation avec des mots-clés. Et tout est rentré sur notre base de données, qui est accessible au public depuis l'extérieur également.
Et là, on a à peu près 100 000 références, 100 000 notices bibliographiques. Donc avec des possibilités de recherche par mots-clés, nom de sommet, nom de massif. Comptant parmi ses collections autant de cartes que de carnets de courses, le centre de documentation de l'ENSA possède également quelques trésors ayant participé ou fait l'histoire des hommes et de la montagne. Parmi ces reliques, une carte originale du massif du Mont Blanc, datant de 1876 et peinte à la main par Viollet-le-Duc, ou encore les tirages originaux de l'une des ascensions les plus marquantes de l'histoire de l'alpinisme. On a par exemple les photos de l'expédition de l'Annapurna, donc les photos originales de Marcel Ichac, qui ont été sauvées des inondations en 1999 parce qu'elles étaient stockées dans la cave de l'ENSA. Et en fait, on les a sauvées grâce au partenariat avec les éditions Guérin, parce que les éditions Guérin viennent régulièrement pour rechercher des fonds iconographiques pour leurs ouvrages. Et c'était à l'époque de la réédition des Carnets du Vertige de la Chenal. Et Catherine Queneau était chargée donc, des recherches iconographiques, et c'est elle qui a retrouvé ces photos. Et grâce à elle, elles ont été sauvées. De petites anecdotes qui composent la grande histoire de la montagne. Véritable coffre-fort du savoir d'altitude, le centre de documentation continue chaque jour d'étoffer sa bibliothèque afin de renseigner tout genre de public, évoluant de fait en parallèle du milieu montagnard. Et j'ajoute que le troisième et dernier volet de notre série de reportages consacrés à l'ENSA portera sur son plateau d'entraînement intérieur, le PEPS, un outil essentiel pour la formation des moniteurs guides, un épisode qui sera diffusé dans notre JT de ce vendredi. Allez, on va rester dans l'univers de la montagne pour accueillir notre invitée de la semaine, une femme qui connaît justement assez bien le fonctionnement de l'École nationale de ski et d'alpinisme pour y être passée il y a quelques années. Lise Billon est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Manu. Merci d'être avec nous. Justement, alpiniste, guide de haute montagne, lauréate d'un Piolet d'or en 2016. Vous êtes d'ailleurs la seconde femme à avoir reçu ce titre, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez réalisé il y a quelques semaines à peine avec vos camarades Fanny Schmutz et Maude Vampoul une première exceptionnelle en Patagonie, un projet qui vous tenait à cœur de longue date, celle qui consistait à gravir le Cerro Torre, une des montagnes les plus difficiles du monde, en tout cas c'est sa réputation. Et ce, par son adresse sud-est. Alors tout d'abord, félicitations pour cet exploit. Vous êtes rentré il y a une petite dizaine de jours, à peine, mais concrètement, est-ce que vous avez atterri ou non, on est encore un petit peu dans le coin? Pas trop atterri, mais on atterrit par la force des choses, parce que la vie reprend son cours. Alors comment vous vous êtes fait à ce projet qui est en fait un projet de longue date? Vous avez patienté pas mal de temps avant de pouvoir concrétiser finalement cette ambition. Après exceptionnel, je rebondis sur quand il dit cette ascension exceptionnelle, c'est exceptionnel pour nous à titre individuel et personnel parce que ça représente plein de choses pour notre cordée et puis aussi individuellement. Mais c'est quand même une voie qui a été faite. Si je dis pas de bêtises, on part d'une douzaine de cordées qui ont à peu près effectué la voie depuis que ça a été dépitonné. C'est juste que j'ai un peu du mal avec les mots grandiloquents. Bon, mais c'est une montagne qui est très particulière parce qu'elle est atypique. C'est une tour de granit vraiment carrée. Voilà. Et du coup, ça porte à rêver. Il n'y a pas de voie facile pour arriver à son sommet. Alors justement, pour rendre cette ascension possible, il a fallu faire preuve de patience. Déjà parce que le sommet vous avez déjà échappé par le passé, mais en plus parce que forcément il y a les conditions patagoniennes de la cordillère qui sont très très particulières autour de El Chaltén. Oui, alors la différence avec l'Himalaya, c'est qu'il n'y a pas l'altitude, donc où il faut patienter pour s'acclimater. Et là-bas, mais c'est tout à fait normal d'avoir à attendre qu'il fasse suffisamment beau pour pouvoir aller grimper dans les montagnes. Alors beau, c'est pas comment dire. En fait, c'est un peu particulier parce qu'on est à Chaltén, on est dans une ville qui est confortable. Il y a des bars, des restaurants, on fait la fête le soir. On peut aller grimper la journée, faire du bloc et de la voie sportive. Et dans les montagnes, c'est la catastrophe. Et c'est pas forcément des précipitations, mais c'est des vents très violents. Et donc, il faut attendre ces fenêtres météo qui viennent, qu'on guette sur nos pronostics météo matin, midi et soir. Et on espère avoir une fenêtre météo qui va durer plus de 2 jours, en fait.
Vous avez patienté 40 jours au final avant de vous lancer dans cette ascension. Dans quel état d'esprit on est dans ces cas-là? On est toujours battant, il faut de toute façon, j'imagine, ou avec le temps qui passe, la motivation s'estompe petit à petit? Non, je pense que toutes les trois, c'est pas la première fois qu'on vient à Chalten, donc on est habitué à ce jeu, on va dire. Donc c'est très bien que c'est une question de chance. Et puis la motivation, on l'a depuis très longtemps. Donc c'est pas 40 jours qui vont changer la donne finalement. L'arête sud-est du Cerro Torre, c'est 1000 mètres d'escalade allant du très dur au très dur. Concrètement, entre rochers et glace, des bivouacs assez inconfortables, on peut le dire, sans parler de la fameuse sortie. Bref, un véritable parcours de croix accessible seulement aux cordées complémentaires qui bossent très bien ensemble. Vraisemblablement, ça a été le cas avec Maud et Fanny. Oui, on se connaît depuis un moment, toutes les trois. Depuis une dizaine d'années. Et voilà, on a construit notre cordée petit à petit. Et je pense que moi, j'aime bien voir l'alpinisme comme un sport collectif. Et moi, sans elle, je ne serais pas allée au sommet. Et elle, sans moi, elle ne serait pas allée au sommet. Enfin, voilà, on est toutes on était toutes très impressionnées par un projet comme ça. Et ça fait plus d'1 an qu'on est là. Tu crois qu'on peut y aller? Ouais, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce que tu crois qu'on peut y aller? Et en fait, le fait de se faire confiance dans la vie de tous les jours et d'être amis dans la vie de tous les jours, et ça nous apporte la confiance mutuelle sur le terrain. Et c'est ça qui nous permet d'aller au sommet. Une cordée qui marche, c'est généralement synonyme d'autres projets. Donc maintenant, c'est quoi le prochain objectif? On n'en a même pas parlé parce qu'en fait, c'est tellement... je sais pas, là on est toutes retournées dans nos projets personnels, puis je pense qu'on a tous du mal à se projeter à plus de 6 mois. En tout cas, cette réalisation, c'est un signe fort pour la discipline. C'est un fait aujourd'hui, les premières ne sont plus destinées aux garçons, et c'est même d'ailleurs un réel essor de l'alpinisme au féminin ces dernières années. Ouais, alors là, il ne s'agit pas d'une ouverture, mais c'est vrai que... Alors nous, on a un peu du mal à mettre ça en avant, que c'est une première féminine. On est toutes les trois un peu par cet engouement-là, mais on ne peut que attester que effectivement, en fait, c'est porteur d'un message. On voit sur le retour, on est rentré donc la semaine dernière, on a fait 3 jours, on a encadré les équipes nationales d'alpi féminin. Et les filles, en fait, ça les motive. Et donc, si ça peut... si ça apporte essentiellement du positif, donc c'est super, ouais. Une tendance qui se confirme, du coup, avec les années. Oui. Et moi, pendant longtemps, j'ai eu du mal à accepter qu'il faille un peu des rôles modèles, comme ils disent en anglais. Mais je peux que constater que ça crée quand même un engouement. Et on peut le voir d'ailleurs sur le Proba dont tu parlais hier. Il y a quand même de plus en plus de filles. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a eu beaucoup de filles qui sont sorties des équipes ces derniers temps, qui allaient au Proba. Et maintenant, petit à petit, c'est des nanas qui passent plus du tout par ces plateformes de formation. Mais tout ce travail qui a été fait par les fédés d'équipe, ça a vraiment porté ses fruits. Et voilà, on est dans la continuité de ça. C'est une très belle tendance. Merci beaucoup, Lise Billon, d'avoir accepté cette interview et bravo encore pour cette réalisation. Je ne parlerai plus d'exploit. Merci à toi. On arrive déjà au terme de cette édition du Journal de la Réaction. Tout de suite sur notre antenne, Thierry Paul me prend la suite pour la météo. Et quant à nous, on se quitte avec quelques images de la 38e édition de la Pierre Amène qui a débuté ce mercredi à Arèche-Beaufort. Le prochain journal, c'est pour demain vendredi à 18h. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle soirée avec nos programmes. À bientôt.